Bonjour à tous, bienvenue pour cette plénière dans laquelle on va aborder donc SharePoint 2016, notamment les nouveautés qu'on peut retrouver dans SharePoint 2016. Merci à nos sponsors une nouvelle fois. J'aurai le plaisir d'animer cette session avec donc, le local de l'étape, Étienne Bailly. Oui, donc Étienne Bailly, consultant, formateur dans les technologies Microsoft, SharePoint, principalement Office 365, et tous leurs amis, formateurs à mes heures, et membre de la iStep Family. Pour ma part, je suis Benoît Gester, MVP SharePoint, et je travaille sur évidemment toutes les technos Microsoft, SharePoint, Office 365 et compagnie. J'ai un Twitter, un blog, un Facebook, comme la majorité d'entre nous. Alors, dans cet agenda, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette session, dans cette plénière? Donc une petite intro rapide. Ensuite, Étienne va nous montrer les premières sensations qu'il a eues avec SharePoint 2016. Un petit coup d'œil sur les nouveautés. On bascule ensuite sur le côté infrastructure, notamment sur l'hybride. Juste après, la démo, le point d'orgue de cette plénière. Et enfin, on fera un petit focus sur les fonctionnalités dépréciées dans SharePoint 2016 par rapport à SharePoint 2013 notamment. Et on finira par une courte conclusion. Alors en intro, enfin, il est là. C'est bien sûr SharePoint 2016. On a eu une preview, on a eu une bêta 2. Et nous, quand on reçoit une nouvelle version de SharePoint, on est un peu comme ça. On est un peu tout fou, donc on l'installe, on le teste. Le but de cette plénière, c'est de vous faire... Ah, merci, il y en a au moins qui a rigolé. Le but de cette plénière, c'est de vous faire un petit retour d'expérience, entre guillemets, sur ce qu'on a pensé de SharePoint 2016, sur ce qu'on y a trouvé, sur ce qu'on n'y a pas trouvé. Donc un petit tour d'horizon du propriétaire. Alors un petit historique rapide sur les différentes versions de SharePoint. Rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, de 2001 à 2016. SharePoint 2001-2003, on était vraiment dans de la collaboration pure. Bibliothèque de documents, métadonnées, on ne va pas s'y attarder. On bascule ensuite sur SharePoint 2007, avec de la gestion de contenu, l'apparition du Business Data Catalog et le fameux Infopass, qui fait toujours couler beaucoup d'encre. SharePoint 2010, SharePoint 2013, donc là, ça commence à marquer la transition vers le cloud. On parle de RSE, donc on parle d'Office 365 qui fait son apparition, de l'Infopass toujours, de l'Excel Services, mais surtout une connectivité qui apparaît, notamment avec OneDrive for Business et Yammer. Donc jusque-là, jusqu'à SharePoint 2013, sont les versions on-premise de SharePoint qui pilotaient les évolutions faites dans le cloud, faites dans Office 365. C'est là qu'on marque une transition avec SharePoint 2016, puisque SharePoint 2016, lui, est inspiré du cloud. Donc c'est la première version on-prem de SharePoint qui est tirée des expériences de Microsoft dans le cloud, et notamment d'Office 365. Il y a notamment des bouts de code d'Office 365 qui sont utilisés par SharePoint 2016. Donc là, on marque vraiment une transition. La roadmap, donc là, on est en 2015. Vous êtes ici, on a déjà eu le droit à une preview, une bêta 2. À fin du premier semestre 2016, on aura le droit à la release candidate, et enfin, milieu de second semestre 2016 environ, on aura le droit à la RTM de SharePoint 2016. Et donc, à la conférence Ignite, donc en mai dernier à Chicago, on nous avait promis pas mal de choses concernant SharePoint 2016. On nous avait promis de l'expérience utilisateur améliorée, on nous avait promis de l'infrastructure améliorée, notamment avec du cloud hybride, et on nous avait promis de la conformité, donc du DLP, on le verra tout à l'heure, donc des nouvelles manières de protéger les données et de les monitorer. Donc le but de cette plénière, c'est de vous montrer justement dans ces trois catégories ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas trouvé, donc expérience utilisateur, infrastructure et compliance. Et on commence avec les premières sensations. Donc, première sensation avec SharePoint 2016. Petit flashback, vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens d'entre vous de MOS 2007, SharePoint 2007, ça ressemblait à ça. Tous nos meilleurs souvenirs. Le début du développement, le début, comme Benoît l'a dit, de la collaboration. On sort de Portal Server, on commence à avoir un content management dans SharePoint 2007. Il y a un début de web. 2010, autre transition forte. Vous vous souvenez peut-être des migrations que vous avez vécues. Donc, changement de toutes les master pages. Pour les développeurs, apparition du Client Object Model, un petit peu plus de JavaScript, apparition du ruban. Mais on avait tout changé entre 2007 et 2010. 2013, rebelote. Nouvel écosystème, nouvelle organisation, nouvelle master page, la notion des apps, tout un ensemble de notions de ce type-là.
Et donc, on se demande à quoi peut bien ressembler SharePoint 2016. Et d'un point de vue utilisateur, en première impression, on va essayer d'évaluer le gap de fou qu'il y a entre SharePoint 2013 et 2016. Donc, on commence par aller dans la centrale d'administration SharePoint 2016, parce qu'on est des geeks. Boum, ça ressemble vaguement quand même à l'expérience qu'on a eue avec l'admin centrale de SharePoint 2013. On voit un ruban qui apparaît en haut, mais ça a l'air d'être un peu kiff-kiff. Mais bon, on se dit que l'investissement a été probablement dans côté end-user. Alors on se rappelle, 2013, ça ressemble à ça pour l'interface end-user. Et pour ceux qui n'ont pas testé SharePoint 2016 version end-user, ça ressemble à ça. Du coup, on a eu peut-être une petite déception parmi les consultants sur la différence d'interface entre SharePoint 2013 et SharePoint 2016. La première apparence, la première réaction, c'est mais il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien de nouveau, en fait c'est le même, on a changé un chiffre. Pas du tout, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer au cours de cette plénière. Cependant, il n'y a pas de rupture graphique en termes de master page, en termes de customisation graphique entre SharePoint 2013 et 2016. Les interfaces sont quasiment identiques, un ruban qui apparaît, des petites toolbars en plus, et tout ça, on le voit, c'est issu d'Office 365, c'est des choses qu'on connaît déjà pour les utilisateurs d'Office 365. Donc l'idée, ça c'est la première apparence. Peut-être petite déception, et s'il ne fallait pas se fier aux apparences, et si on regardait les nouveautés. Et des nouveautés, il y en a. Des nouveautés, il y en a dans plusieurs niveaux. Donc c'est les mêmes briques que Benoît exposait, les briques expérience utilisateur. Il y a des innovations au niveau de la mobilité, de ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur, en tant qu'expérience utilisateur, ce qu'on va pouvoir faire. On va voir aussi la nouveauté au niveau de tout ce qui a été inspiré du cloud, Office 365, c'est-à-dire la typologie de nos fermes, comment elles vont pouvoir être administrées, comment on va pouvoir gérer de la haute disponibilité. Et également, toute la partie conformité, compliance, au niveau de nos services infra, techniques, et également au niveau de nos documents, la pérennité de nos documents, les centres de conformité, etc. Alors, quelques nouveautés. Le zéro downtime patching, celui-ci, il ne paraît pas, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment un point super important. Le zéro downtime patching, c'est la promesse que vous n'aurez pas d'interruption de service quand vous allez installer des futurs updates, service pack, feature pack, on ne sait pas encore comment ça va s'appeler, de SharePoint 2016. Alors comme ça paraît, oui, bon, peut-être pas très grave, les features, les service packs, on les installe le week-end, la nuit, on a l'interruption de service. Il y a certaines contraintes sur le zéro downtime, Benoît vous en reparlera. Cependant, l'intérêt, moi ce que je vois de très intéressant dans cette nouveauté, même si c'est une nouveauté infra, c'est la capacité à donner à SharePoint 2016 une évolution, une évolutivité. Aujourd'hui, SharePoint 2013 SP1, il est un petit peu cloisonné, il évolue peu. L'idée avec ce genre de processus, c'est de pouvoir laisser SharePoint 2016 évoluer librement avec l'inspiration justement du cloud. Récupérer tout ce qui se fait dans Office 365, les injecter dans notre ferme on-prem. Des améliorations également au niveau des perfs, le cache distribué. Des améliorations également au niveau de la création de collections de sites avec des astuces de copie de base de données SQL Server. Un peu de custo SMTP, du cryptage, les ports exotiques. Amélioration des technologies de transfert de fichiers. Si vous uploadez des gros fichiers, les volumétries ont augmenté dans SharePoint 2007, les seuils maximum, les plafonds ont augmenté. Avec cette nouvelle technologie intelligente, il va y avoir une meilleure gestion de reprise des transferts en cas de problème, en cas d'échec, perte réseau, etc. Des documents qui ont une URL qui perdure, de la télémétrie, Benoît va vous en parler. Et également, avec la bêta 2 de SharePoint 2016, il y a Project Server qui a été fourni en tant que service d'application. On n'a pas encore d'informations sur les licences. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura Project Server avec la licence SharePoint Server. Au niveau licence, on ne sait pas, mais d'un point de vue fonctionnel, les deux produits se rapprochent. Et on peut d'ores et déjà les utiliser. Et spécifiquement pour la bêta 2, on a vu des améliorations sensibles plutôt d'un point de vue qualitatif, sur la synchronisation des profils, la possibilité d'utiliser des managers d'identité custom, tiers, mais principalement Microsoft Identity Manager, amélioration du centre de conformité de la compliance, le App Launcher, notre ruban qui apparaît tout en haut, notre lanceur d'application, possibilité de rajouter des nouvelles apps, comme on le fait dans Office 365, et la redirection des profils. Vous savez que dans les versions on-prem de SharePoint 2013, votre profil utilisateur il est stocké dans le My Site historiquement. Dans Office 365, c'est stocké dans Delve désormais. Vous l'avez peut-être vu ou pas. En tout cas, dans
Avec SharePoint 2016, il y a possibilité de rerouter les profils utilisateurs locaux vers la suite Office 365. Alors, côté infra, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors côté infra, on va faire un petit focus sur les prérequis. On va commencer par le commencement. Donc au niveau des composants, Windows Server 2012 R2, Windows Server 10, du PowerShell 3.0 en support. Au niveau du .NET, un petit distinguo à faire sur la version .NET 4.5 parce qu'il y a un problème de fin de support en fait au 13 janvier 2016. Donc il vous faudra passer en .NET 4.5.2 si vous êtes en 4.5 ou 4.5.1. Si vous êtes en .NET 3.5, évidemment, vous n'êtes pas concerné par cette fin de support. Au niveau de Windows Server Technical Preview, vous devrez installer .NET 4.6. Évidemment, SharePoint 2016 débarque avec toute une flopée de composants, et notamment le fameux ou pas App Fabric 1.1. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une fin de support programmée, etc. Alors sachez que dans le cadre de SharePoint 2016, App Fabric suit le cycle de support de SharePoint. Donc il n'y a aucune contre-indication évidemment à utiliser App Fabric. Au niveau des prérequis serveurs, donc je passe rapidement, c'est grosso modo la même chose que pour SharePoint 2013, avec juste peut-être un petit peu plus de RAM en fait pour les serveurs, mais globalement on reste dans le même type de machine. Donc pas de surcoût a priori à ce niveau-là. Au niveau d'SQL Server, voilà, là encore pas de surprise, SQL Server 2014 SP1 ou SQL Server 2016. La seule petite différence, c'est que l'installation standalone existe toujours, mais est un peu différente, dans la mesure où vous devez installer SQL Server avant de configurer SharePoint en mode standalone. C'est-à-dire que le fameux SQL Server Express n'existe plus avec SharePoint 2016. Alors la télémétrie en temps réel, donc là il va falloir se projeter un peu, parce que tout ce qu'on a pour l'instant, ce sont des screenshots. Donc, SharePoint 2016 devrait vous permettre de monitorer en temps réel votre ferme. Notamment ici, on voit, alors on ne voit pas très bien, mais ce sont les utilisateurs actifs, les browsers qu'ils utilisent. Ici même, merci. Là, on voit le stockage utilisé par template de site, ou encore ici, donc très intéressant, la disponibilité de votre ferme, tout ça en temps réel. Alors, il y a extrêmement peu d'infos pour le moment. Mais tout ce qu'on peut voir sur ces screenshots, alors là non plus on ne voit pas très bien, mais c'est qu'on voit la notion de tenant en haut. Et dans l'URL ici, alors on ne voit pas du tout très bien, mais il y a un paramètre qui s'appelle tenant ID. Donc force est de constater que probablement les données seront envoyées dans le cloud. Donc si vous n'êtes pas en mode hybride, je doute que la télémétrie fonctionne avec SharePoint 2016. Bon, ça reste encore à confirmer, mais c'est ce qu'on pressent en tout cas. Les nouvelles limites, enfin quelques nouvelles limites entre SharePoint 2013 et SharePoint 2016. 10 fois plus de collections de sites par base de contenu. Bon, je pense que vous serez assez large avec 100 000 collections par base. Je doute qu'il y ait grand monde dans la salle qui ait déjà 100 000 collections de sites dans sa ferme. Les fameux seuils de liste, donc on était à 5000 sous SharePoint 2013, et là sous SharePoint 2016, on passe à plus de 5000. Alors cette notion de 5000, c'est une notion SQL Server en fait. Au bout d'un certain nombre d'éléments requêtés, SQL Server préfère locker la table, et c'est pour ça qu'on a des problèmes de perf. Donc SharePoint 2016 utilise toujours SQL Server, je vous rassure, sauf que SharePoint 2016 déploie un timer job, on voit son petit nom, large liste, machin, qui va scanner toutes les listes présentes dans vos collections de sites, et dès qu'une liste a plus de 2500 éléments, il va créer automatiquement des colonnes indexées. Donc ça, vous pouviez le faire manuellement dans SharePoint 2013. Maintenant, SharePoint 2016 s'en charge. Ça veut dire qu'automatiquement, dans vos grandes listes, vous allez avoir des performances améliorées en visualisation. Donc c'est un paramètre qui est activé par défaut par liste. Vous pouvez le désactiver, bien sûr, via l'interface ou via PowerShell. Il n'y a pas de nouveau seuil annoncé Marque supérieure à 5000, ouais, qui considère que le fait de créer des colonnes indexées corrige entre guillemets le problème. C'était déjà le cas en 2013 en fait. C'était l'une des recommandations en cas de beaucoup d'éléments. La taille maximale des fichiers, donc Etienne en a parlé tout à l'heure, on passe de 2 à 10 gigas. Donc c'est bien et pas bien, puisqu'on reste dans du HTTP, HTTPS, donc attention au timeout quand même. Et je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Bits, qui va être utilisé notamment, donc c'est un système de transfert intelligent qui peut, entre autres, monitorer la bande passante qui lui est disponible. Donc en fait, il fluctue le transfert de fichiers par rapport à la bande passante, et il fait également de la reprise en cas d'incident. Si un téléchargement se coupe, il est capable de le reprendre.
Et les éléments indexés par partition d'index, donc là c'est du x2, il y a toujours 25 partitions d'index max, donc ça veut dire que dans votre ferme SharePoint 2016, vous allez pouvoir indexer 500 millions d'éléments. Je pense que là encore, ça convient à la grande majorité d'entre vous. Alors, mais encore, les min-roll. Alors, les min-roll, vous avez une excellente session au début d'après-midi avec un Belge qui se cache là-bas au fond, une session d'1 heure donc dédiée au min-roll. Le min-roll, c'est quoi? C'est SharePoint 2016 qui assigne des rôles aux serveurs et qui monitore les services déployés sur ces serveurs. En gros, il s'assure que votre administrateur SharePoint préféré ne s'amuse pas à activer des services dans tous les sens. Il vérifie en fait la compliance de vos serveurs par rapport à ces rôles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On voit ici sur le screenshot, en fait, un serveur, donc le app1, qui est en compliance. Donc ça veut dire que tous les services qui s'exécutent sur ce serveur sont conformes à son rôle. Applicatif, le cache, recherche par exemple. Alors le patching sans downtime, oui, mais si vous avez de la haute dispo, bien évidemment, si vous avez un serveur frontal, un serveur de cache que vous allez patcher, il y aura une interruption de service. Donc c'est sans interruption, mais avec de la haute dispo derrière. La migration, oui, bon, on est toujours dans le même schéma, c'est qu'à partir de SharePoint 2013 uniquement, si vous comptez venir de 2007, 2010, etc., il vous faudra passer par des outils tiers, donc ShareGate, Metalogic, SafePoint, etc. La méthode de migration sera la même si vous passez de 2013 à 2016, donc détachement de base de données, rattachement de base de données. A priori, ça se passe exactement de la même manière. Sauf que si vous avez migré des sites SharePoint 2010 sur votre ferme SharePoint 2013 sans migrer les collections de sites, sans les upgrader, vous ne pourrez pas les passer sur la ferme 2016. Il faut obligatoirement achever les migrations complètement de vos collections sur la ferme 2013 avant de passer sur 2016. C'est la seule petite différence avec une migration 2010-2013. Mais encore, et oui, il y en a encore du DLP, on en a parlé tout à l'heure, la possibilité de monitorer, d'identifier le contenu sensible. Le contenu sensible, c'est quoi? Ce sont des documents qui contiennent des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociale. Donc SharePoint 2016 apporte plusieurs fonctionnalités. Donc là, c'est un screenshot extrait d'un excellent article de Vlad Catrinescu. Donc là, vous voyez qu'on a placé un document, Business Information, qui contient un numéro de sécurité sociale, il me semble. J'ai défini une règle dans mon SharePoint 2016 qui dit « Dès que tu vois un document qui contient un numéro de sécurité sociale, tu me le bloques ». Les utilisateurs n'ont pas à consulter un document qui comporte un numéro de sécu. Donc là, c'est ce qui se passe. L'utilisateur arrive et voit que l'accès au document est bloqué, puisque le document ne respecte pas la politique de sécurité, enfin de DLP, mise en place dans mon entreprise. Donc là, on peut cliquer sur, je passe un peu vite, View Policy Type, et on accède à la description. Pourquoi je n'ai pas le droit de consulter ce document? Tout simplement parce que, voilà, on voit ici, je crois qu'il l'affiche ici, qu'il y a un numéro de sécurité sociale, et c'est pour ça que je n'ai pas accès à ce doc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour garantir que votre contenu sensible n'est pas partageable, visualisable par vos utilisateurs. Donc ça, pour ceux qui font de l'Office 365, ça existe déjà, en fait. C'est déjà déployé. Les règles là de DLP, c'est des choses qui sont précablées. Comment il sait que c'est un numéro de sécu, un numéro de CV, des choses comme ça? Alors, il y a des règles déjà précablées, comme on dit, dans SharePoint 2016. Après, je ne sais pas exactement comment il arrive à identifier le... Ça, je ne sais pas, par contre. Je ne sais pas. J'espère que oui. Qu'effectivement, il n'y a pas que les numéros de sécu qui sont sensibles dans une société. Ouais. Bonne question. Bon, la preview d'images et de vidéos, lorsque vous passez votre souris sur une vidéo, elle démarre automatiquement. Project Server Beta 2, donc Étienne en a parlé, c'est désormais une application de service déployée avec SharePoint 2016 Beta 2. Et ce qui est inscrit dans TechNet, c'est qu'il n'y a pas de licensing pendant la bêta. Donc moi, je comprends qu'après la bêta, il y aura licensing. Évidemment, Project Server sera probablement payant. Et la plus grosse nouveauté de cette plénière, la voici, un lien vers la corbeille qui revient dans le menu gauche. Je sais que ça vous manquait, donc là, ils l'ont remis. Je pense qu'il y a assez de gens qui ont râlé. Et on passe à l'hybride. Donc, blague à part, sur les vraies nouveautés de SharePoint 2016, au-delà du lien vers la corbeille qui est vraiment exceptionnel, c'est sûrement le côté hybride, moi, qui me motive le plus, qui m'intéresse le plus. SharePoint 2016, en fait, est directement branchable sur les services cloud Azure, Office 365.
Et ça, c'est un vrai, pour le coup, on parle beaucoup d'infra, de trucs techniques, système, mais c'est un vrai enjeu business derrière. Là, il y a un vrai retour expérience utilisateur. L'hybride, il y a quelques années, c'était quoi? C'était, on avait une suite Office 365, on avait notre SharePoint on-premise, on avait une suite Office 365 et puis on mettait quelques utilisateurs, je ne sais pas, nos commerciaux, nos DSI, nos VIP, on mettait une petite population d'utilisateurs, on migrait notre contenu à notre rythme et puis on avait une coexistence de deux systèmes qui s'entendaient et qui s'ignoraient royalement, généralement. Au mieux, les identités étaient fédérées, agrégées. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et ce que propose Microsoft sur la partie hybride est vraiment intéressante parce qu'on va pouvoir utiliser toute l'innovation du cloud, toutes les nouvelles fonctionnalités d'Office 365 et les intégrer dans nos outils on-prem. Ça veut dire quoi? Ben ça, c'est génial en fait. Ça veut dire qu'on va toujours pouvoir garder nos fermes on-prem. On va pouvoir faire nos customisations, brancher ça sur nos outils internes, CRM, SAP, tout ce que vous avez en interne au chaud dans votre entreprise on-prem. Et cependant, continuer à bénéficier des innovations cloud qui sont continues. Alors, quelques scénarios rapidement de hybrides qu'on peut faire d'ores et déjà avec SharePoint 2016. L'utilisation de OneDrive for Business côté Office 365, déporter nos utilisateurs côté cloud. Puisque finalement, est-ce que ça a vraiment un intérêt on-prem de gérer le OneDrive? Le OneDrive for Business, le fait de donner accès aux documents à tous les utilisateurs de manière mobile, cross-device, cross tout ce qu'on veut, H24, 7 sur 7, c'est difficile à proposer ce service à nos utilisateurs. En passant dans un mode hybride, ben, du coup, on se repose sur le service Office 365. Les follow-up sites, actuellement les sites qu'on suit, bon, ben, on suit des sites on-prem, soit on suit des sites cloud. Aujourd'hui, on peut fédérer ces informations et on avait une présentation justement de William Baer sur cette possibilité-là d'agréger aussi bien des sites on-prem que des sites cloud dans notre suivi. La recherche, et on va faire une démo de la recherche hybride, un des scénarios de recherche hybride, ça c'est pour moi c'est une vraie grosse plus-value et je vais vous montrer pourquoi. Le user profile, la possibilité de dire qu'on n'utilise que le cloud, que le on-prem, on choisit, c'est à la carte en fait. En mode hybride, on choisit nos scénarios, il faut le voir comme des petits interrupteurs 0, 1, on-off, et on les active ou pas. La possibilité d'utiliser la télémétrie, donc comme vous disait Benoît, pour le moment, c'est encore en devenir. Il faut encore un petit peu d'imagination, mais ce qu'on suppose, c'est que le système de télémétrie va venir du cloud et va scanner votre ferme on-prem et va vous faire du reporting on-prem. Les premiers, pour ceux qui ont Office 365, il y a le nouveau centre d'admin qui est en preview et on voit déjà les ébauches de la télémétrie. Il y a des nouveaux petits KPI qui commencent à sortir sur les mails échangés, sur pas mal de choses. Et on sait qu'on va avoir Skype, on sait qu'il va être traqué, on va pouvoir traquer Yammer, on va pouvoir traquer également tout ce qui se passe au niveau SharePoint. Et dernier scénario hybride, c'est faire venir de la compliance, des règles qui existent dans Office 365 pour venir scanner et sécuriser notre ferme on-prem. Alors dans votre tenante SharePoint Office 365, pour activer le mode hybride, c'est super simple. Hein, vous centre admin, espace administrateur, configurez le mode hybride, et puis vous choisissez votre mode. Est-ce que je déporte mes MySite dans le cloud? Est-ce que j'active ou non le site, le OneDrive? Et puis côté SharePoint 2016, c'est la même chose. Vous allez activer les mêmes interrupteurs. Dans votre centrale admin SharePoint 2016, vous allez configurer la partie hybride. Vous allez définir ce qu'on route, les OneDrive, les sites, juste OneDrive, etc., etc. Et au-delà de ça, il y a tout un ensemble d'outils, d'assistants et de scripts qui permettent, sans être un admin système de fou, de pouvoir tout simplement gérer les relations de trust entre votre ferme on-prem et Office 365. Ça, c'est une véritable galère. C'est des certificats qu'on doit émettre. Côté on-prem, côté Office 365, tout le monde doit montrer page blanche. C'est la galère à faire à la main. Et ben, on a des scripts qui font ça, c'est magique. Clac, clac, on lance le script PowerShell, il y a des assistants. Et toute la notion de trust entre votre data center et Microsoft Cloud est gérée. Et c'est surtout ça pour moi l'innovation. C'est que ça devient accessible. Et dans le scénario qu'on va voir en démo, on a un scénario comme ça. On a une ferme on-prem avec un serveur SharePoint, un serveur AD, et puis côté cloud, on a Office 365 qui contient bien sûr une brique SharePoint Online, et puis Office 365, sa colonne vertébrale, c'est Azure AD. Hein. Toute l'authentification est gérée par Azure AD. Nos petits utilisateurs, on va les synchroniser
dans le cloud. Jusque-là, on pouvait déjà le faire, hein. Ça veut dire que mes petits utilisateurs, Pierre, Paul, Jacques, qui se connectent tous les matins dans leur LAN, ils vont pouvoir être propulsés, leur identité vont pouvoir être propulsés côté cloud. Jusque-là, on est bien. On pouvait d'ores et déjà le faire. Si je révoque un utilisateur ou si je change son mot de passe, hop, mon DIR-Sync, mon Azure AD Sync, il va tout synchroniser, impeccable. La nouveauté SharePoint 2016, c'est par exemple ce service de recherche cloud. On va pouvoir on-prem gérer un service cloud de recherche qui, lui, va scanner tout mon ensemble de documents, de sites, d'utilisateurs, mes file systems, mes folders. Vous savez que le service de recherche SharePoint, il indexe plein de trucs. Le file system, les dossiers Exchange, vos bases de données Business Connected Services, vos sites SharePoint, etc. Et tout ce qu'il a crawlé, il va le stocker, non pas dans son index local, mais dans le cloud. Mais du coup, c'est super cool parce que l'index local, l'index du cloud, c'est le même qu'utilise Office 365. C'est-à-dire que les sites, les OneDrive, les personnes et tout ça dans Office 365 vont être crawlés et tout va se retrouver dans le même search index. Et ben, à partir de ce moment-là, on a réussi à faire un scénario hybride très intéressant parce que toutes les fonctionnalités cloud vont pouvoir scanner notre ferme on-prem. C'est-à-dire qu'une brique comme Delve ou le centre de recherche va pouvoir crawler notre ferme on-prem. Et on ne s'est pas fait mal en infra, hein. Ça reste très simple. Alors on va essayer de faire une démo. Touc, touc, touc. Une démo, deux choses, on va essayer d'identifier dans cette démo déjà une première navigation dans SharePoint 2016 pour ceux qui n'ont pas encore trop navigué, et puis la fameuse recherche hybride, c'est les deux scénarios. Donc on retrouve dans un site, c'est mon SharePoint on-premise, là je ne suis pas dans Office 365, je suis bien dans SharePoint 2016. On retrouve les nouvelles interactions, les newsfeeds, etc. Benoît qui est très content avec son super chapeau, etc. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on voit des petites nouveautés. La bibliothèque de documents, elle récupère la petite toolbar qu'on connaît dans Office 365, ainsi que les interactions raccourcis clavier, Alt-N, Alt-S, enfin, il y a des raccourcis clavier désormais, des petites choses comme ça, des petits pouillèmes. Le ruban SharePoint 2016 on-prem, qui me permet de basculer d'un univers à un autre. Donc je vais pouvoir basculer dans mon OneDrive perso. Je suis connecté en tant qu'Étienne Bailly. Je bascule dans mon OneDrive perso, et on reconnaît l'interface de OneDrive d'Office 365. Je mets entre guillemets, parce qu'il y a une nouvelle version de l'interface OneDrive et Office 365, mais on se rapproche du cloud, quoi qu'il en soit. On voit certaines nouveautés, les dossiers de sites qui me permettent, à partir de mon OneDrive, d'accéder à toutes les bibliothèques de documents auxquelles j'ai accès dans mon SharePoint on-prem. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que OneDrive, c'est plus juste ma clé USB online, c'est aussi une manière de stocker de manière centrale, uniformisée, tous mes fichiers. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des petites choses comme ça. La partie mobile. Si on essaye de regarder côté mobile, là, on ne voit pas grand-chose. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, c'est pas grave. Donc là, on est dans le cas d'un smartphone de taille classique normale. On a la vue mobile qu'on connaît déjà quand on connaît Office 365, avec la possibilité d'accéder aux différentes bibliothèques de documents, aux différentes listes, etc. Très bien. Si je me mets en zoom arrière pour voir l'intégralité de l'écran, je vois apparaître différents petits menus qui me permettent à tout moment de switcher en vue classique, si ça ne me plaît pas. Si je veux passer en vue PC, je peux. Je peux également changer d'univers. Je vais dans mon OneDrive, etc., etc. Ce qui est intéressant dans cette vue, c'est que c'est du responsive. En fait, si on augmente un peu la taille de l'écran et qu'on se dit que finalement on est une tablette, on voit bon, bah forcément l'écran s'élargit, mais jusque-là rien d'extraordinaire. En mode tablette, on a un panel droite qui s'affiche, alors que ça sera en pleine page en mode mobile. Ce genre de petites choses. Et puis, à partir de notre expérience utilisateur, on va pouvoir retourner dans tout notre univers. Hop, ajouter des nouveaux clients, ajouter des nouveaux documents à partir d'un simple smartphone, tablette classique. Donc là, si je vais dans mon intranet, que je vais dans une liste de clients, hop, à tout moment, je peux dire je veux rajouter un nouveau petit bonhomme, etc. Et je peux quand même avoir des interactions documentaires avec mes fichiers. Ça, c'est un petit peu la partie mobilité.
Et puis si on s'intéresse maintenant à la partie recherche, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. Je suis dans mon tenant Office 365 et je vais me diriger dans la partie Cloud parce que j'ai également un tenant Cloud Office 365. Hop. Donc là, je suis dans l'univers Office 365 et j'ai indexé tout le contenu de mon site et de mon univers on-prem. Si je cherche, par exemple, là, on reconnaît l'interface Office 365 avec le nouveau ruban. Très bien. Si je cherche, par exemple, Office, et que je scanne, que je veux uniquement les documents PowerPoint, je vais voir apparaître différentes choses. Je vais voir apparaître des documents qui sont issus de mon infra on-prem, de mon data center chez nous, au chaud, parce que j'y ai accès en tant qu'Étienne dans mon data center. Et puis également, j'accède à mes documents là. Celui-ci, il est stocké dans mon OneDrive perso. Celui-ci, en revanche, est stocké quelque part dans l'intranet cloud. Vous voyez le truc? On a fédéré tous les endroits. Et ça, c'est super intéressant parce que ça marche également pour toute la brique Microsoft Graph. C'est-à-dire, par exemple, l'outil Delve, pour ceux qui le connaissent, qui permet d'agréger, de nous montrer rapidement tous les documents qui nous intéressent et les documents sur lesquels on a travaillé récemment. Je vais pouvoir lancer une recherche et avoir différents documents qui sont remontés. Les différents documents, là, je vois que celui-ci, Collab Gouvernance, il vient de mon on-prem. Si je clique dessus, j'arrive bien dans mon on-prem. En revanche, celui-ci, c'est mon OneDrive et il doit bien avoir un document qui vient du cloud. Voilà, ça c'est l'idée. Et on ne s'est vraiment pas fait mal en faisant ça. Microsoft nous aide vraiment avec ses scripts de partage de trust. Et du coup, la mise en place d'un scénario comme ça de recherche hybride, c'est plutôt très simple. J'ai prévu quelques screenshots si jamais on avait été offline. Mais ça, c'est ce qu'on a vu, donc la vue tablette. Donc je l'ai passé un petit peu plus rapidement. Une petite nouveauté dans Office 365 on-prem, c'est ce nouveau panel de Quick Search côté OneDrive on-prem. On a vu les seed folders. Et puis au niveau de la recherche, c'est ce qu'on a vu, que lorsqu'on va rechercher quelque chose, on va avoir des documents aussi bien issus de notre cloud que de notre suite on-prem. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Idem pour Delve. Et du coup, Delve a ses applications mobiles. Vous voyez l'intérêt aussi parce que directement depuis votre smartphone, vous allez pouvoir accéder à vos documents on-prem facilement en un clic. C'est simple. Ça, c'est pour la partie hybride. Il nous reste un tout petit module sur la partie de ce qui disparaît avec SharePoint 2016. Il y a quelques fonctionnalités qui disparaissent, à savoir pas de version SharePoint Foundation 2016. Ça, c'est important. Enfin, ça peut être important pour les TPE, PME qui utilisaient cet outil. C'est-à-dire que si on veut une version light de SharePoint, pas cher, on va dans Office 365. En clair, Microsoft nous montre la voie vers Office 365. Il n'y aura pas de version SharePoint Foundation 2016. Donc ça, c'est quand même un point assez important. Excel Services disparaît. Il avait déjà été mis en retrait avec les Office Web Apps qui ont tellement évolué qu'elles l'ont complètement agrégé. Donc aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle Office Online Server qui s'installe on-prem, malgré son nom qui pourrait faire croire que c'est du online. Pas du tout, ça s'installe on-prem. C'est votre nouveau serveur Office Web Apps et qui vous proposera les services Excel Services plus toutes les Office Web Apps. Qu'est-ce qu'on perd? Benoît vous l'a dit, le mode standalone qui installe une instance SQL Express, rien de dramatique. Le client FIM, la synchro des utilisateurs, on passe en direct Azure import AD. Pas Azure, pardon, direct import AD. Certaines fonctionnalités BI, les tags, les notes. Cela dit, moi, ce qui est documenté dans la bêta 2, c'est qu'on ne peut plus créer de tags et de notes, mais qu'on peut juste les visualiser, les exporter. Moi, dans la bêta 2, j'ai pu en créer, j'ai testé. Je ne pense pas que c'est d'intérêt extraordinaire. STS ADM disparaît, enfin pas tout à fait. En fait, par rétrocompatibilité, en fait, il est quand même un peu toujours là. On n'en vient pas à bout, mais utilisez PowerShell. Et pour les devs, est-ce qu'on peut toujours faire des farm solutions? Est-ce qu'on peut toujours déployer dans le GAC des DLL bien violents, etc. Oui, on peut, c'est mal, on peut. On peut toujours faire ça.
Et du coup, c'est un intérêt pour nous les développeurs parce qu'on va pouvoir continuer à faire nos customisations au Pouillem, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout la préco Microsoft, hein. On essaie vraiment d'en sortir de ces stratégies de solutions de ferme, mais sachez que c'est encore supporté et possible. Infopass, long débat, est-ce qu'on aura un Infopass ou pas? Est-ce qu'il y aura une brique de formulaire? Oui, il y a toujours Infopass Form Services, vous pouvez toujours dans SharePoint 2016 utiliser Infopass. C'est important. Donc songez quand même, il y a eu tellement d'effets d'annonce, songez que Microsoft cherche définitivement une brique de remplacement. Il y a eu plusieurs annonces, les Power Apps, il y a eu pas mal d'annonces qui sont faites qui permettent de supposer qu'il y a des successeurs. Mais pour votre migration d'Infopass vers autre chose, vous avez quand même du temps, hein. Si vous êtes en SharePoint 2010 ou 2013, vous êtes encore tranquille là-dessus, pas de stress. Pas de SharePoint Designer 2016, on branche notre 2013. Les sandbox, c'est toujours supporté, mais toujours déconseillé. Depuis SharePoint 2013, ça avait déjà été déconseillé, hein. On dit des sandbox no-code pour envoyer des images, des features, etc. No-code, hein. Des modules, c'est pour provisionner des choses. Et puis, la préco, de toute manière, c'est maximiser les devs côté client. C'est sûr, hein. JavaScript, Client Object Model, SharePoint Add-in, Office Add-in, c'est vraiment la préco. Petite conclusion? Alors, pour conclure cette plénière, oui, contrairement donc, à ce qu'a dit Étienne au début, quand on prend en main SharePoint 2016 la première fois, l'interface est quasi identique à 2013. Donc on se dit que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Mais pour moi, c'est une base technique solide, SharePoint 2016. Pourquoi? Parce que ça bénéficie clairement de l'expérience de Microsoft sur Office 365. Et pour moi qui suis côté admin, il y a plein de choses que j'aime. Les min roles, le patching sans downtime, s'il y a de l'eau dispo, l'hybride et le DLP. Je pense que ça va vraiment nous aider, nous les admins, à avoir des fermes conformes, bien nous aider aussi à les déployer. On n'en a pas parlé, mais le fait d'avoir des min roles, ça va également vous aider lorsque vous allez déployer vos fermes. Vos scripts PowerShell sont plus simples, étant donné que vous affectez des rôles au serveur et non plus service par service. Et SharePoint 2016 sera prêt pour les usages de demain. On l'a vu avec Étienne, tout ce qui est périphérique mobile notamment. SharePoint 2016 est clairement fait aussi pour le mobile. Donc pour moi, SharePoint 2016, c'est une vraie nouvelle version de SharePoint et qui me plaît. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. La question, si tout le monde ne l'a pas entendu, c'est qu'en est-il des apps en 2016 par rapport à 2013? Donc c'est vrai qu'en 2013, on avait le nouveau modèle d'apps qui était apparu. Pour beaucoup de développeurs que nous sommes, on l'a regardé un petit peu de loin parce que tout est côté client, donc c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus galère. On ne peut plus poster nos DLL, notre bon C# côté serveur, c'est un peu plus galère. Cependant, le modèle d'apps, il est plus que jamais présent, hein. Il y a effectivement une agrégation avec les Office Add-in, les SharePoint Add-in, et on ne sait pas les SharePoint Add-in spécifiquement, les apps, les AppPart, Compose, etc., quelle est leur évolution, mais c'est pas du tout, il n'y a aucune annonce sur le fait que ça serait en retrait. C'est tout à fait préconisé par Microsoft. Et on voit arriver aussi des solutions un petit peu plus globales de développement au niveau Office 365 qui permettent de faire du dev, mais sur des API globales. C'est-à-dire des API qui vont taper dans notre Exchange Online, dans notre Azure, dans notre SharePoint, dans notre Delve, mais pas que SharePoint. J'ai l'impression qu'on prend un petit peu de retrait et que SharePoint devient un service cloud comme d'autres. Mais ce n'est pas de non-préconisation pour les apps.